Les amis, aujourd'hui, je me trouve au domaine d'Estine, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Nous sommes chez Brigitte et elle a une asinerie. Alors une asinerie, c'est un mot que je connaissais pas, c'est là où on élève des ânes. Et il faut savoir que moi, je suis phobique des équidés en tout genre. On va essayer de vaincre ça, mais avant ça, je vous présente Brigitte, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Brigitte, comment ça va déjà? Eh bien, ça va bien. Merci beaucoup de visiter mon asinerie. Nous, c'est un plaisir. On le rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi le vlog, si on est là, c'est quand même grâce à ta fille. Oui, c'est grâce à ma fille Esther. Toi, tu ne me connaissais pas? Pas du tout, mais Esther te suit depuis fort longtemps, depuis la barbe, c'est ça? Ouais, exact. Donc voilà, c'est Esther qui t'a écrit, en mon nom, mais qui t'a écrit et voilà. Et on est là. Ouais. Donc Et alors c'est chouette. génial parce que, je le spoil tout de suite, j'ai peur des ânes. Et quand je t'ai eu au téléphone pour préparer notre venue, tu m'as dit « T'inquiète pas, je vais te soigner ». Oui, je pense que tu vas voir. Là, tu n'as pas encore été en contact avec Non, eux, c'est pour mais ça que je suis très content qu'ils voilà. soient derrière nous. Il y a une petite Vraiment barrière ravi. et puis une petite clôture, mais tu vas voir, ça va venir. Le but du jeu, c'est que tu puisses papouiller de Ouais, l'âne. papouiller. On va carrément papouiller de l'âne. Papouiller de l'âne, Ok. voilà. Je sais pas qui est le plus chanceux. Ah, tu verras. Tu me rediras ce soir. On va s'intéresser un petit peu à ton parcours, Brigitte. J'ai cru comprendre en mangeant avec vous ce midi que ça fait que 9-10 ans que tu es là. Alors, ça fait 7 ans que je suis à Carole. Avant, j'étais à Beauchamp. C'est là que j'ai créé l'élevage. Donc, j'ai créé mon élevage en 2008, officiellement affilié MSA 2008. Ok. Mon premier âne a 23 ans. Je l'ai eu à 6 mois. Donc, c'est lui qui m'a tout appris. Je vais te le faire rencontrer tout à l'heure. Ah, il est toujours là? Il est toujours là. Il est Mais ça fait combien de temps un âne? entre 30 et 35. Ah Un peu ouais! comme les chevaux, ouais. Ah, je pensais pas. Ah oui, c'est un vrai chemin que tu fais avec eux, quoi. Ah ouais, c'est vrai C'est pas que rien. nous, quand on va dans les fermes d'élevage, c'est vrai que déjà une vache qui a 7 ans, elle est vieille. Ouais, mais pas moi. Eh ouais! Ouais, donc moi, tu vois, le premier 23, les filles après qui sont arrivées, elles ont 17. Il y a 4 garçons qui sont arrivés après, 16 ans. Et puis tout le reste des ânes, ils sont tous nés ici, enfin chez moi, dans mon Ok. élevage. Donc tu vas tout nous raconter sur l'élevage d'ânes et l'asinerie. Parce que c'est L'asinerie. comme ça qu'on dit, j'ai appris ce mot-là grâce à toi. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours à toi? Où est-ce que tu es né? Est-ce que tes parents étaient agriculteurs? Qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, je suis Grandvillaise. Donc Grandville, c'est juste à côté, c'est un port de pêche. Mhm. Donc moi, j'ai grandi plutôt au milieu des bateaux, tu vois. Mon père avait un bateau, on allait tout le temps sur une île qui s'appelle Chausey, qui est tout près. Donc moi, je suis pas du tout une fille de la terre, mais alors pas du tout. Je suis partie, j'ai fait des études commerciales, nul n'est parfait. Et j'ai travaillé en grande distribution. Nul n'est parfait 2 fois. Ouais, mais c'est pour avoir l'expérience, parce que normalement, tu apprends à négocier, tu apprends à être bon, mais tu Ouais. parles. Et je travaillais pour le Petit Marseillais, qui D'accord. à l'époque était encore une toute petite marque. Donc on se battait contre des gros, des L'Oréal, etc. Donc voilà, c'était le début avec le savon par contre, tu vois. Eh oui. Donc là, tu donnes déjà des indices aux gens. Ouais, Parce qu'on n'a pas voilà, dit encore ce c'était que un tu petit faisais avec truc, les ânes. ouais, Tu fais mais plein de choses. j'adorais le savon, le Ouais. produit savon. Donc après, parcours de vie, enfin des accidents de la vie, tu vois, qui font qu'à un moment, tu te recentres sur l'essentiel. J'avais ma fille Esther, je voulais trouver du temps pour elle. On n'était plus que toutes les deux parce que je venais de perdre son papa et voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui ait vraiment du sens, tu vois, pour qu'on puisse bien vivre toutes les deux. Les ânes, ça a toujours été, j'étais happée, tu vois, j'avais une petite voix dans ma tête qui devait me dire t'as un truc à faire avec les ânes, toi. Plus ça allait, plus ça montait, et j'ai fait une formation agricole. T'as Donc fait quoi? j'ai fait un BPREA. Ok. Donc je me suis retrouvée avec des gens qui faisaient beaucoup de lait, Ouais. un peu de mouton, un peu de maraîchage, mais pas beaucoup. Moi, j'étais la petite intrus arrivée pour faire un élevage d'ânes, le truc improbable. Et j'ai tenu bon. Et puis en plus, avec aussi, tu sais, un souci de l'environnement, Ouais. où tu te dis non, il faut essayer d'aller vers un autre parcours que de l'intensif, etc. Donc pas mal de petites choses qui commençaient à se mettre en place. C'est en quelle année ça? Ça, c'était en 98. Tu fais partie des précurseuses en fait. Moi dans le spectacle, je rigole un petit peu de ça. Je dis qu'on s'intéresse vraiment à l'écologie que depuis la naissance de Greta Thunberg. C'est vrai, ouais, Donc t'as c'est pas. 2006. Donc en 98, tu étais en Ouais. avance déjà un petit peu sur Ouais, ton temps. mais je pense qu'on est plusieurs aussi à Bien sûr. avoir, tu vois, on avait envie d'une autre philosophie de vie, cette philosophie qui était liée à la nature aussi, tu vois. Ça se révèle aujourd'hui et c'est tant mieux parce que ça veut dire que il y a des émules, et puis il y a des prises de conscience générales. Pas tout à fait encore assez, hein, on est complètement d'accord, mais ça veut dire qu'on va quand même, ça draine, tu vois, ça met du temps. Et puis le fait de faire visiter des lieux, tu vois, où tu fais attention à ton environnement, tu fais attention à tes animaux, parce qu'il y a quand même un truc qui prime, c'est le bien-être animal. Tout ça, c'est décliné. Enfin, tu vois, le bien-être animal, c'est lié. Enfin, tu peux pas être en phase avec la nature et maltraiter des animaux. Enfin, je ne pense pas. Donc voilà, il y a tout ça qui a un sens en fait. Faire découvrir et puis montrer voilà, aux gens que c'est possible. Tu n'es pas riche, mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses que l'argent en fait.
voilà. Donc en 98, tu passes ton BPRA pour monter une asinerie avec déjà le projet commercial, la finalité c'est de faire du savon? Pas du tout. Enfin, le savon, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Alors, ça n'a rien à voir, toi qui es végétarien, mais je suis fille de charcutier. Et mon père faisait lui-même tous ces produits, tu vois. J'ai grandi dans le bon. Je savais qu'il fallait que je fasse une production. Donc au Donc, début, tu j'avais t'es ça. dit que tu allais faire du saucisson. Non, Saucisson jamais de d'âne. la vie. Mes premières années sont arrivées en 97. Comme je faisais saillir qu'à 4 ans, donc tu vois, pendant 4 années, ben, je ne pouvais pas encore me tester sur le savon. Tu vois, tout ça, c'est des petites pierres que tu rajoutes. Tu te dis, bon ben voilà, je me suis axée uniquement à la rando à ce moment-là. Donc les gars, les filles étaient formés pour la rando. Je Quand faisais tu dis les gars, les filles. mes ânes, donc les mâles Ah oui, et les alors j'ai femelles. bien fait de te faire préciser, parce que moi, les gars, les filles, pour moi, c'était Ah, pas des ânes. non, Hein. alors les gars, les filles, c'est comme ça que je les appelle ici. Donc, la première activité que j'ai faite, c'est la location d'ânes pour la randonnée. Il n'y en avait pas du tout dans la Manche, quoi. Ça, c'est des activités qu'on avait, tu vois, en Lozère, dans le sud de la France. Ça, il y en avait déjà à cette époque-là. Mais nous, dans la Manche, on devait être deux, quelque chose comme ça. Et puis, tu vois, faire changer aussi les gens. Où j'étais avant, quand ils me voyaient me balader avec mes ânes, ils me prenaient pour une illuminée quand même. Hein. Oh, la Parisienne qui arrive avec ses ânes quand même. Enfin, tu vois, je venais de 15 kilomètres, quoi. Non, Mais mais surtout c'était... que, excuse-moi, je me permets de te couper, je comprends d'autant plus que les gens t'aient pris pour une zinzin, parce que là, tu parles de randonnée avec les ânes, qu'on soit bien d'accord, on randonne à côté de l'âne. Oui, Hein, c'est pas les gens sur les ânes. non, c'est Donc pas c'est ça. d'autant plus zinzin. En fait, d'habitude, les gens, ils promènent leur chien en Et laisse. bien là, on promène l'âne. Ouais. Mais en fait, c'est là où tout se passe. C'est quand tu as un âne en main, quand tu marches au niveau de sa tête, c'est là que tu communiques avec lui et que tout se passe. Tu vas voir qu'il se cale sur tes pas, il est à ton écoute. Et toi, du coup, tu l'écoutes aussi. Ah, il y a une espèce de sérénité qui se crée. Et puis, tu es en phase avec lui. Tu peux lui parler, il va te répondre, il va jouer avec toi. Mais c'est bluffant. Si tu es dessus, il n'y a rien qui se passe. Les enfants montent dessus chez moi jusqu'à 40 kilos. Il ne se passe rien parce que tu es juste au-dessus. Quand tu es à côté, c'est là où tout est là. Il voit qu'il peut avoir confiance, que tu peux l'emmener où tu veux et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, si tu commences à se dire « Attends, c'est quoi? C'est juste un âne. Je marche avec un âne. » Aucun intérêt. Si déjà tu mets de la distance avec lui, il n'aura pas envie de partager quelque chose avec toi. Quand tu marches avec un âne, vu que lui, il voit de loin, il entend loin, il anticipe plein de choses que toi, tu n'anticipes pas. Donc, tu es obligé d'être très ouvert aussi à ton environnement. Tu vois, de dire, tiens, il y a tel bruit, il y a telle chose qui va se passer, j'anticipe tout. Et là, comme toi aussi t'anticipes, bah, lui, il va être encore plus en confiance, quoi. C'est une marche qui n'a rien à voir. Donc, c'est super intéressant. C'est de la vraie randonnée avec un âne. Donc dès 99, sortie de BPRA, tu montes ton asinerie et tu fais des Ah, randos? alors non, parce que j'avais pas, j'habitais un peu pas très loin de la ville, donc j'avais pas de terrain. Donc je me suis mis à la recherche d'une maison à la campagne avec du terrain autour. Et ça, c'est arrivé 2001. Donc, tu vois, il a fallu un petit peu de temps. Et là, on a racheté une baraque, tu vois, avec une longère, dans laquelle j'ai refait un écogîte. Hein. À l'époque, quand même, le premier écogîte de la Manche. C'était les tout débuts des labellisations écogîtes. Et là, donc, j'ai commencé la rando là-bas. Ensuite, eh bien, je suis restée. J'ai commencé les savons, donc dès que j'ai eu les premiers anneaux. Donc, alors attends, faut que je me trompe. Au niveau des dates, ça va être compliqué là. Tant qu'on s'est coupé sur la recherche de date, il y a une question qui vient de m'arriver dans la tête. Tu avais perdu ton mari, Ouais, tu avais déjà des filles, j'avais Esther seulement. tu avais Esther. Ouais, Comment tu as fait pour retourner à l'école en maman toute seule? là, je suis une warrior. Hein. Mais c'est impressionnant. Mais non, mais toutes les femmes font ça. Ah oui? Je sais pas, je suis pas une femme. Mais tous les parents même font ça. Je suis pas Enfin, parent non plus. quand tu aimes quelqu'un très fort, quel que soit le lien que tu as avec, et que tu as envie d'une vie meilleure pour elle et toi, bah tu déplaces des montagnes. C'est courageux. Enfin, J'imagine que ça devait pas être facile, quoi. bah non, c'est pas facile déjà à 25 balais de se retrouver veuve. C'est pas... tu commences, tu sais, tu commences par la fin de vie en fait. Donc en fait, c'est ça qui est, c'est assez rigolo. Enfin, si, avec le recul, il vaut mieux en rire. Mais tu commences par ce qui t'arrive normalement à la fin de ta vie, tu le prends en pleine poire dès le début. Mais c'est pareil, c'est aussi ça qui te donne de la force, tu vois. C'est pas pour rien que les choses, elles arrivent, même si elles sont difficiles. Mais quand tu les as analysées, tu te dis, bah oui, mais c'était peut-être justement pour que tu arrêtes de bosser en grande distrib et faire n'importe quoi et donner un sens à ta vie. Et aussi d'éduquer ta fille, après tes filles, dans ce truc-là, quoi. Il y a du sens, quoi. Oh, il suffit juste de le trouver, le sens. Bon, des fois, on vit toute une vie et on le trouve jamais. C'est vrai. Mais voilà, ouais, d'être bien, quoi. On a le droit d'être heureux, quand même. Ah bah j'espère bien. Ouais. Alors on recherche les dates à nouveau. 2001, on trouve les cogites. Donc, Narcos arrive 2001, c'est ça. Mon Narcos. premier âne. Non, la série c'est bien après. Non. Hein? Non,
C'est une série. C'est vrai, exact. Donc lui, il arrive en 2001. Après les filles, donc elles arrivent en 2007. Ouais, puisque je m'installe officiellement en 2008. Et les garçons arrivent en 2008. C'est ça. Donc les On y est. garçons, les Les ânes. ânes. J'ai commencé les saillies d'ânesse quand elles ont eu 4 ans. J'ai eu mes premiers bébés, donc quand elles avaient 5 ans. On était à 2012, Ok. 2013, tu vois. Ah, il se passe un petit moment Ouais, il quand se même. passe un petit bout de temps. Quand tu n'es pas fils d'agriculteur ou fille d'agriculteur, tu as dû déjà le remarquer, c'est super compliqué quand même. Tu pas de terre. Tu fais une production dont tout le monde se fout. Alors pour choper de la terre, hein, bah, c'est compliqué. Donc tu te retrouves avec des espèces de petits bouts, tout est morcelé, hein, parce que tu prends ce qui vient, tu paies ça à la peau des fesses quand même, hein, par rapport à d'autres. Ouais, il faut que tu te débrouilles pour que tout le monde ait à manger et que quand même ce soit pratique, mais en fait c'est pas du tout pratique au départ. Tu fais avec ce que tu as, hein. Après quand tu peux changer d'outil de travail, tu fais au plus simple, quoi. Quand il y a eu les premiers bébés, là je me suis dit, bon, on va traire. Savon, quand même, ça peut être une super idée de faire un super produit avec le lait des ânesses. Et ça permet aussi de continuer à parler des ânes tout le temps, en fait. Tu vois, quand tu as un produit final sur ta production, ça te permet de toujours parler de tes ânes et donc de sensibiliser encore plus les gens. Et donc voilà, là, tu commences à tâtonner. À formation pour être savonnier, pardon. Et puis bah, ensuite, bah, tu tâtonnes tes recettes et puis tu vois ce que toi, tu veux faire comme produit. Et voilà. Et alors, pardonne-moi, parce que tout ça te semble évident. Mais moi, là, pendant que tu me parlais, je regardais les ânes derrière toi. Il y avait des mâles et des femelles ou il y avait que des mâles? Il y a 2 mâles et 2 femelles là. Mais c'est juste parce que toi, tu me dis, ouais, je me suis mis à traire les ânesses et tout. Et moi, je te la mets où? Ouais, en fait, c'est parce que comme elles sont petites et tu vois pas encore les pieds. Par contre, D'accord, tu vas voir les mamans qui sont allaitantes là, c'est pas comme une vache où il y a toujours une grosse mamelle quand il y a du lait. Là, tu vois, c'est des petites mamelles, hein. d'accord. Donc tu vois juste les pieds, tu vois bien quand le bébé va boire, mais tu jamais une grosse mamelle chez l'ânesse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu traites, tu vas isoler la maman du bébé pendant à peu près 3 heures, juste pour que le bébé n'aille pas à la mamelle et que la mamelle puisse se remplir et que tu puisses prélever un petit peu de lait. Et une fois qu'elle est isolée, là, tu la traites. Voilà. Donc, tu isoles la mère pendant 3 heures, comme ça, le lait monte. Mhm. Et au bout de ces 3 heures, tu la traites. Voilà. La traite, elle se fait à la main, il y a À des la main. machines. Non, alors moi je traite à la main Mais parce ça que existe les machines pour traire oui, des ça ânesses? existe, Ouais. oui, comme pour les juments. Moi, je fais que 3 saillies dans l'année. Donc, j'aurai pas plus de 3 bébés tous les ans. J'ai eu un avortement au printemps, donc je n'ai eu que 2 bébés. L'année prochaine, je sais que je vais avoir 2 bébés seulement aussi, parce que j'en ai une qui n'a pas bien pris. Donc, je vais faire uniquement fonction de ce lait-là, fonction du lait qu'elle me donne. Quand tu traites une ânesse, au bout de ces 3 heures-là, ce que tu prélèves, c'est environ 500 millilitres. C'est une moyenne, par ânesse et par traite. Donc, tu fais 1 litre, 1,5 litre par jour. Ouais, voilà, pas plus. C'est très peu. C'est très peu. Ça me fait pas beaucoup de savon parce que j'ai décidé de mettre beaucoup de lait dans mes savons. C'est pas rien du lait d'ânesse, tu vois, ça c'est un lait qui est devenu super à la mode. Le lait d'ânesse, t'en trouves partout. T'en trouves même en grande distrib, des savons au lait d'ânesse. Et quand tu regardes l'étiquette, tu vois bien que le lait est totalement à la fin, donc il y a un infime pourcentage de lait. Mais c'est quand même étiqueté véritable savon lait d'ânesse. Et ça, c'est souvent du savon industriel dans lequel les gens réintègrent du lait, très peu de lait, et on met ça. Donc aucun bienfait au niveau cutané, strictement aucun. Il y a quand même des bébés qui arrivent pour juste dire, allez, je vais faire un bon coup marketing, je vais vendre un produit avec du lait d'ânesse qui n'a aucune vertu. Alors que le lait d'ânesse, c'est quand même un produit, tu vois, on appelle ça l'or blanc, enfin, c'est parce que c'est un produit qui a énormément de bienfaits au niveau cutané. Et si là, tu décides d'en mettre beaucoup dans ton produit, dans ton savon en l'occurrence, tu vas avoir un produit qui va suffire à lui-même et extrêmement qualitatif. Et alors certes, tu ne peux pas faire une grosse production, surtout quand tu fais que 3 saillies. Tu fais attention là où ils vont aller, tu vois, tu n'es pas en surproduction d'annon ni de lait. Tu respectes les mamans et les bébés, quoi. Du coup, 1,5 litre par jour, mais sur une période de lactation qui dure combien de temps? Alors, mes bébés, en fait, ils naissent toujours au printemps à peu près. Donc, je commence à traire uniquement vers le mois de septembre quand les anons ont 3-4 mois, souvent 4 mois d'ailleurs. Et ensuite, je voulais me rapprocher le plus possible de ce qui se passait dans la nature par rapport au sevrage. Parce que moi, les anons que j'ai eus, je les ai eus à 6 mois. Tu vois, les narcos, les filles et les gars, à 6 mois, c'est beaucoup trop tôt. Tu vois, il y a un vrai trauma qui se fait avec la mère. Le sevrage n'est pas bien, il n'est pas bien fait, je trouve. Alors que quand tu fais un sevrage tardif, qui va se rapprocher de ce qui se passe en pleine nature, donc moi, ça va être 10-11 mois, tu vois. Ça va dépendre en fait des années par rapport au bébé, par rapport aux mamans. Au moment où je vais sevrer les anons, il n'y aura pas de trauma, c'est-à-dire ça ne va pas braire de tous les côtés.
Tu vois ce que tu as aussi chez les vaches, des fois quand tu fais un sevrage, tu entends meugler de partout, quoi. Là, il n'y a pas de trauma, les mères en ont marre, les petits sont autonomes et ça se passe en général très bien. Moi, ça va me permettre, comme je traite tardivement, je commence tard, hop, ça va me permettre de pouvoir traire un petit peu plus longtemps aussi dans la saison. C'est-à-dire, je commence en septembre à peu près et je vais... Attends, ils naissent au printemps, Ouais, tu ne traites pas avant non, septembre. parce qu'ils profitent pleinement de tout le lait, il est que pour eux. Comme D'accord. ça me fait vraiment des super anons. Et comme en plus, ils vont avoir du lait jusqu'à leurs 11 mois, bah, tu vois, ça fait des beaux anons qui sont bien faits. Bien, voilà, ils sont costauds, ils sont beaux. C'est beau, enfin, tu vois, toi, là, ils ont un an, enfin, c'est beau. Enfin, c'est beau. Et, Je sais pas encore. tu vas voir, c'est trop beau. Et donc, je vais faire une seule traite par jour quand je commence à traire. Et ensuite, alors je ne traite pas le samedi et le dimanche. J'ai décidé que je ne traitais pas parce que j'ai trop d'autres boulots. Et Donc le tu peux te dimanche, permettre ça. eh bien Le oui, je fait que peux. tu ne traites pas, c'est pas Ouais. comme sur la vache, ça va pas stopper la Voilà. Mais lactation. non, parce qu'en fait, la maman et le bébé sont toujours ensemble. Là où la Ah, lactation s'arrête, bien c'est au sûr, moment du bien sûr. sevrage, quand le bébé et la maman sont séparés, où là, elles tarissent au bout de max 15 jours, tu vois. Ok. La lactation, c'est la même que chez la femme à peu près, tu vois, où en fait, il faut toujours qu'il y ait le bébé qui soit à proximité pour qu'il y ait montée de lait. Et comme ils sont toujours à la mamelle, bien que tu ne vois pas qu'il y ait vraiment du lait dans la mamelle, et ben en fait, le fait d'isoler, c'est juste pour que la mamelle se remplisse et que tu puisses prélever un petit peu. C'est juste ça. Ok. Et eux vont profiter pleinement du lait. Donc là, tu vas traire de septembre à. Je vais traire jusqu'au mois d'avril l'année prochaine à peu près. Donc ça me permet de faire ma production de savon. Tu vois, de septembre, je commence à reproduire pour les fêtes de fin d'année. Fin d'été, je suis souvent en rupture. Et puis pareil après Noël. Et donc du coup, en fait, quand tu arrêtes de traire, finalement, il y a une nouvelle naissance qui arrive, d'autres ânes, Voilà, et le cycle reprend. voilà, c'est exactement ça. Donc là, les bébés, le dernier né le 1er juin. Pour l'année prochaine, j'avais 3 ânesses qui étaient parties à la saillie et que j'ai récupérées il n'y a pas très longtemps, tu vois. Quand tu dis elles partent à la saillie, c'est-à-dire que tu n'as pas des mâles entiers ici? Non, tout le monde est castré chez moi, monsieur. D'accord. Il faut faire Quand tu dis tout le attention. monde, Brigitte. Tous les garçons Anne, Ah merci, ça me fait peur. tous les garçons Anne sont castrés. En fait, c'est plusieurs raisons. On est sur un standard de race qui s'appelle l'âne du Cotentin. Là, c'est tous les mêmes ânes? Tous uniquement de l'âne du Cotentin. Ah, que j'ai vu des plus ou moins poilus, je pensais qu'il y avait des Oui, différences. mais ils sont tous vraiment typés dans la race. C'est parce que là, il a fait un peu froid en juin, ils n'ont pas tous perdu leur poil et les bébés ont toujours un gros L'âne poil. mu. Comme ça. L'âne mu, ouais. Ah ouais, L'âne mu, ouais. je ne savais pas. Ouais. Enfin, de toute façon, je ne savais rien en fait Et sur les ânes. il mue au mois de juin à peu près. Il est Ok. plus tardif que les chevaux. Les chevaux, souvent, c'est en avril et les ânes, c'est plutôt au mois de juin. Et ils vont refaire du poil selon les conditions climatiques vers octobre-novembre, tu vois, pour avoir leur petit manteau pour l'hiver, quoi. Donc le Cotentin, c'est une race d'âne. C'est une race d'âne. Parce que pour moi, le Cotentin, c'était juste un endroit que la dame de la météo, elle disait il fera 18 sur le Cotentin. Et C'est à la ça, fois, du à la Cotentin. fois une région, donc qui va de Cherbourg jusqu'à Coutances à peu près, et c'est aussi le berceau historique de cette race d'âne, donc qui est caractérisée par une couleur gris souris, gris tourterelle, et la fameuse croix de Saint-André que tu regardes, ils ont tous ça sur leur dos. La Ça, croix de Saint-André. on appelle ça la croix de Saint-André. Alors du coup, tu vas rassurer Nawel, parce que Nawel, je balance au début du tournage, elle me dit c'est marrant parce que moi j'ai des ânes chez moi, ils leur ressemblent vachement, mais moi c'est des ânes de Saint-André. Des croix de Et là- Saint-André, j'ai dit. Et Ouais. là, c'est pas la même chose, hein. J'ai dit, c'est marrant parce que les miens aussi, ils ont une croix, mais c'est pas des ânes C'est du les mêmes Cotentin. ânes, en fait. Donc pourquoi Ouais. est-ce qu'il y a plusieurs espèces d'ânes qui ont une croix? Alors, il y a le Provence aussi qui a une croix, qui va avoir un poil un peu plus ras, mais le Provence a une croix. Le Cotentin et le Provence, c'est vraiment les deux. Après, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas ses papiers, elle n'est pas dans le standard de race, mais elle est issue de Cotentin. Il y en a une qui est très foncée et une qui est claire comme ça. Oui, bah, ça peut arriver. On ne remonte pas tellement loin au niveau génétique. L'entrée de la race du Cotentin au niveau des haras nationaux, c'est fin 90, tu vois. L'association de la race du Cotentin a été créée pour pouvoir permettre de répertorier tous les ânes du territoire et identifier les ânes qui étaient dans le standard de race ou pas. Donc tu vois, ça fait pas longtemps qu'on peut remonter sur les carnets père, mère, grands-parents. Maintenant, là, on commence à voir. Et donc, tu avais des ânes, des Cotentins qui avaient dans leur génétique un peu de noir, un peu comme du normand, l'âne normand qui va être plus noir. Et ce gène-là, il ressort. Tu peux avoir 2 Cotentins croisés ensemble et avoir un ânon noir, selon, tu vois, si tu as un mâle qui va donner plus de noir, etc. Ça, c'est un travail génétique, tu vois, où au fur et à mesure, bah, quand tu sais que tel mâle, il va donner du noir, bah, tu fais pas saillir avec, et pour vraiment rester dans un standard de race. Et pourquoi c'est important de garder un standard de race? Parce qu'on est sur une race qui était au début menacée. Là, depuis 2-3 ans, on est vraiment en extinction de race. Ah ouais. Quand on est en deçà de 100 naissances par an au niveau national,
Là, on est sur une extinction de race. Chez le Cotentin, on est à 60 naissances au niveau national, ce qui est vraiment pas beaucoup. On était à 58, je crois, l'année dernière. Chez le Normand, qui est la deuxième race de notre région, qui est un plus petit âne marron, eux, ils sont même pas à 40 naissances par an. Donc, totalement en voie d'extinction. D'où l'intérêt, tu vois, de sauvegarder des races, parce que on est souvent très sensible à des extinctions de races d'animaux sauvages. Tu vois, moi, la première, ça me révolte. Mais on a quand même aussi des races localement qui risquent de s'éteindre. Et donc, c'est hyper important de les préserver, de les faire connaître, de dire effectivement qu'elles sont menacées et de faire tout ce qu'il faut pour les réhabiliter. Leur redonner un sens aussi à l'activité, ce que tu peux faire, pourquoi tu peux avoir un âne, faire tout un travail avec eux, lui redonner en fait ses lettres de noblesse dans l'accompagnement de l'homme, tu vois, tout le temps, pour vraiment réhabiliter la race. En parlant de réhabiliter la race, on peut revenir sur la discussion qu'on avait. Pourquoi ils sont tous castrés et pourquoi du coup la saillie se fait ailleurs? Bon, s'ils sont tous castrés évidemment, mais pourquoi tu réfléchis comme ça? Le reproducteur chez l'âne s'appelle Le mâle âne. baudet. Ah, Ah, le baudet. Donc tous les autres, on dit des hongres, comme pour les chevaux. Donc, le fait d'avoir un baudet, tu vas saillir qu'une génération. Tu ne peux pas faire saillir la descendance avec le même baudet. Donc, ça veut dire que ça me restreint au niveau de mon élevage. Le fait d'aller à l'extérieur, ça me permet de pouvoir changer de sang. Je vais me dire, tiens, celui-ci, il n'a pas l'air mal, ça pourrait ajouter quelque chose de nouveau au niveau de l'élevage, etc. Plus tu restes concentré, forcément, moins tu vas avoir de variantes au niveau génétique. Donc, c'est dommage que cette vidéo sorte après les élections. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord. Ça aurait été très bien, ouais. Le mélange. Ben, on est tous issus de mélange. Bien sûr. Donc, mais il faut juste qu'on s'en rappelle. Hein. Ouais. Pendant le farm tour, on est allé dans un élevage de chèvres. Ils nous expliquaient, ce couple, qu'ils avaient un catalogue de boucs. Ouais. Chaque année qui arrivait, quoi. Ouais. Et toi, c'est pareil, tu as un catalogue de baudins? Ouais. De baudets. De baudets, pardon. Ouais, oui, les baudins, c'est de baudins, c'est autre chose. des collègues d'ailleurs, hein, paysans humoristes. Tu connais les baudins, toi? Non. Évidemment, non. C'est quoi? Tout de suite, un extrait des baudins. Ah si, je m'emmerde, qu'est-ce que tu crois? Bon, du coup, maintenant, je connais alors. Et ouais, tu as un catalogue, c'est un peu le catalogue de la Redoute où tu es là, tu vois, tu choisis. Non, mais c'est ça, tu choisis ton baudet. Alors, ça te permet. De toute façon, dès qu'on parle. Adopteunbaudet.com. Ouais, mais dès qu'on parle repro, c'est toujours trop drôle. Moi, j'adore pendant les visites parler repro. Castration. Alors, castration. C'est un truc de fou de parler castration quand tu as des hommes là et tout, c'est trop marrant. Parce que clairement, ça coupe rien. Hein. Les ânes castrés saillissent, ils ne peuvent pas reproduire, mais ils saillissent quand même. Tu vois, ça montre bien qu'il y a quand même des petites envies, quoi qu'il en soit. En plus, les femelles en chaleur, elles sont un peu. Elles aguichent? Ah, elles aguichent dur. Hein. Elles aguichent. Ouais, non, mais c'est fou, elle est titille. Hein. Non, mais faut pas croire, tu vois, c'est elle qui choisit. Une ânesse en chaleur, c'est un truc de fou. Tu peux pas les louper, les chaleurs. Parce que non seulement elle pisse, mais en plus, elle mâche. Tu as l'impression qu'elle mâche du chewing-gum. Elles sont godiches, tu peux pas savoir. C'est assez. Ouais, donc on va peut-être en voir, parce que j'en ai une ou deux en chaleur, là. Et peut-être qu'on va voir, parce que c'est un truc, tu peux pas louper les chaleurs chez les ânesses. Tu peux pas. Assez rigolo. Donc le baudet, je sais plus. Le catalogue de baudets. Ouais, catalogue de baudets. Donc c'est un catalogue de baudets comme les étalons en fait. C'est marqué agréé à la monte. Et après tu choisis par rapport aux origines de tes femelles pour être sûr qu'il n'y ait pas les mêmes origines chez les baudets. Et donc voilà. Donc moi je fais saillir chez une femme qui élève près de Rennes, qui élève super bien. C'est bien parce que ces ânes ils sont beaux. Génétiquement ça matche très bien avec mes ânesses, mais surtout ils sont gentils. Tu vois, c'est vraiment des animaux qui sont bien éduqués, sympas, respectueux. Donc, ça se passe très bien. Et j'ai des très beaux bébés. Donc, voilà. Et c'est un peu pareil, je varie comme ça au niveau du sang. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as regardé ton petit catalogue, que tu as choisi ton garçon sympatoche. Tu ramènes tes filles. Ouais. Tu leur dis, allez les filles, montez dans la calèche. Ouais. Je vous emmène en voyage. C'est ça. Vous allez voir du paysage, quoi. Hein. Vous allez grandir, les filles, ce soir. C'est exactement ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'on est en monte naturelle, enfin, soit monte naturelle, soit monte en main. Il n'y a pas d'insémination, d'accord? Excusez-moi, on peut revenir sur le terme monte en main? Oui, c'est cool. Parce que là, montre en main, je l'ai. Monte en main, jamais entendu. Alors, monte en main, c'est tu es avec ton ânesse et tu as le mâle qui arrive, qui est pris en main par l'éleveur. Et qui va. Quand tu dis qu'il est pris en main par les. Il est à la longe, tu vois. Ah oui, à la longe. oui, voilà. Tu vois, il n'est pas en liberté. D'accord. La différence entre laisser
un baudet avec des ânesses dans Ok, une ça pâture. c'est nature. Ok, Nature ça peinture. s'appelle monte en liberté. Voilà. Monte en main, ça veut dire que pour être vraiment plus sûr de la saillie, tu vois, que ce soit bien fait, tu viens avec ton baudet. Une fois que c'est terminé, hop, tu ramènes ton baudet. Est-ce qu'on Voilà. peut dire du coup qu'on fait une monte en main, montre en main? C'est possible. Après, voilà, ça dépend. Oui, on peut faire les deux. On peut. Ouais, on peut. Ouais, ouais. Parce que tu les lâches dans un pré, ça dure combien de temps? Ça dépend. Pour une saillie, Ouais. à un moment précis, bah après, ça dépend. Soit elle est vraiment prête tout de suite et donc là, le mâle va monter dessus direct. Soit elle n'est pas tout à fait en pleine chaleur. Et dans ce cas-là, elle va repousser le mâle et elle laissera venir le mâle uniquement quand elle sera vraiment prête. Et c'est pareil même en montant en main. De toute façon, si elle n'est pas prête, je peux te dire qu'elle va lui latter la tronche et Ah ouais. il ne pourra pas s'approcher. Ça reste elle qui décide. Est-ce qu'on peut dire que les ânes vivent dans une société matriarcale? Alors chez moi, oui, 100%. Parce que déjà, les filles, elles ne randonnent pas, moi. Ah ouais? Non, c'est les gars qui bossent. J'ai décidé que ce seraient les gars qui bosseraient parce que les filles, elles me font des bébés. Elles vivent leur vie, voilà, de maman. Elles ont quand même la gestation, c'est pas rien. Elles sont pas saillies tous les ans, mes ânesses, tu vois. Pour ça, j'en ai beaucoup d'ânesses. Je pourrais faire plein de bébés tout le temps, tous les ans, tu vois. Je pourrais dire, je saillis tous les ans, les mêmes et tout. Je sélectionne que 3 ânesses. Elles annonnent, donc 1 an, 12 à 14 mois après. Ensuite, elles sont à peu près pendant 11 mois avec le petit. Et là, soit au bout des 2 ans, je fais saillir pour l'année d'après, soit j'attends encore une année. Tu vois, entre 2 et 3 ans, j'attends pour qu'elles soient ressaillies de nouveau. Donc ça veut dire qu'elles ont le temps. Et puis leur organisme, tu vois, tout se remet bien en place. Puis elles ne sont pas cassées parce qu'elles ne sont pas saillies tous les ans. Parce que c'est pareil, on parlait du lait tout à l'heure, mais pour avoir une production importante de lait, on fait saillir tous les ans les mêmes ânesses pour y aller. Donc ça leur tire sur la couenne à un moment. Enfin, l'expression n'est pas jolie, mais elles sont creusées, elles sont pas chouettes, quoi. Il faut prendre son temps et puis on fait ça à leur rythme à elles, quoi. Au tout début de l'entretien, tu me disais que tu avais eu ta première ânesse à l'âge de 23 ans. Elle est toujours là. Ah, c'était un âne. Ouais, c'est un âne, oui. Il est toujours là. Depuis, ton troupeau, il fait combien de têtes? Là, aujourd'hui, je suis à 23, mais j'en ai 2 qui vont être vendus. Donc voilà, c'est fluctuant par rapport à ça. C'est compliqué pour moi de les vendre parce que je ne les vends pas à n'importe qui. Ça se mérite d'avoir un âne de chez moi. Il faut qu'ils aient autant d'amour que je leur donne. Je veux être sûre qu'ils soient bien parce que sinon, je ne les laisse pas partir. Donc j'en vends un petit peu parce que si tu n'as pas le choix, sinon j'aurai un troupeau beaucoup trop gros, quoi. Donc voilà, j'en vends ponctuellement et là, je suis à 23. On verra après si je m'entends bien avec tes ânes et si tu as confiance en moi. Mais bon, moi, j'ai besoin d'animaux à la ferme. Ouais, puis il te faudra un âne, toi. Ah bon? Bah oui, pour le travail Pour le que tu maraîchage? fais. Ah bah, tu t'éclaterais. Surtout pour le débardage et tout après. Ah ouais? Ah ouais, Est-ce que ça se prend tout seul, un âne? Est-ce qu'on peut avoir un Jamais. âne tout seul? Ah, jamais. donc tu auras 2 ânes, Tu Nicolas. auras 2 ânes. Mais en fait, je suis en train de penser, nous, dans le Pays Basque, on a plein d'ânes en liberté. Ouais. Tu les connais, ces ânes-là? Ouais, il y a l'âne du Pyrénées là-bas. L'âne des Pyrénées, Et ouais. C'est quoi la différence? Eh ben, il est un peu plus noir, si je me trompe pas, un peu plus grand, je crois. Et après, il faudrait voir au niveau des races si, tu vois, si c'est en extinction ou pas. Ah, Si c'est un âne qui est en plein essor, c'est mieux de sauvegarder une race. Enfin, tu Bien vois. sûr. Après, ça dépend. Tu tombes amoureux d'un animal. Enfin, c'est comme avec ton chien. ah bah moi, les Tu chiens, vois, je avec les aime ton d'amour. chien, tu vois, c'est un coup de cœur Mais en moi, fait. alors moi, la première, je l'ai récupérée parce que alors, c'est dans un élevage où la nana faisait que des Truc de chiens de défense. combat, ouais. Oh, Et donc du coup, elle s'était fait éclater la gueule et du coup, elle pouvait pas la vendre parce qu'elle avait les oreilles déchiquetées et tout, donc je l'ai récupérée. Et mon deuxième, pareil, c'est un agriculteur il a 2 femelles malinois chez lui et un mâle et il en a eu blindé et il les filé et donc il me l'a apporté dans un carton. Je l'ai pas choisi, hein. Il l'a apporté, il m'a dit tiens. J'ai dit ok. Alors, tu vois, ça, j'ai du mal. On parlait de faire naître n'importe comment. Et ben ça, moi, c'est un truc qui m'hallucine, quoi. Pourquoi tu fais naître dans ces cas-là, quoi? Je vois pas l'intérêt de faire déporter à une chienne. Enfin, tu fais stériliser. Là, tu peux enlever des organes si c'est pour rendre des petits malheureux après, quoi. Mais il est pas malheureux avec moi. Ouais, mais il a peut-être des frères et sœurs qui ont mal fini, peut-être. Ah oui, bah tu ça, vois, certainement, ouais. tu vois, c'est ça. Toi, il a eu de la chance de tomber sur toi, ton chien. Mais il y en a plein, ils n'ont pas de chance, hein. C'est comme les ânes, hein. Il y a des ânes qui ne sont pas dans des beaux endroits, hein. T'en vois plein qui sont tout seuls, qui s'ennuient, Et un âne, c'est pas fait pour être tout seul. Les chevaux non plus, hein, mais c'est territorial, c'est très grégaire comme animal, donc faut qu'il soit plusieurs, sinon il s'ennuie, il déprime. Si je devais en avoir 2, alors moi, ce serait. Eh ben, ça dépend ce que tu veux faire. Par exemple, si ça vient de chez moi, si j'ai un mâle et une femelle qui s'adorent et que j'ai pas envie de séparer, bah, je te dirais, bah, tu prends un mâle et femelle. Après, ça dépend. Si tu veux pas du tout faire de repro, tu n'as pas intérêt d'avoir une ânesse. Souvent, on me demande, oh, je préfère une ânesse, etc. Mais une ânesse, ça reste un animal entier, donc avec son caractère. Alors qu'un hongre, donc un mâle castré, c'est stable.
Ok. tu vois. Donc souvent, les gens, quand tu veux pas faire d'élevage, c'est mieux d'avoir des hongres. Ce sera Cool. toujours linéaire, tu vois. Ok. Ah, bon, ils ont du caractère, hein. C'est pas influencé par les hormones, tu vois. Donc gestation 12 à 14 mois, qu'est-ce qui peut influencer sur ce temps de gestation? Une ânesse, tant qu'elle n'a pas mis bas une première fois, donc annonée, on parle d'annonage chez les ânesses, donc on ne va pas connaître son temps à elle de gestation. Chez moi, j'ai des ânesses qui font 12 mois, 15 jours, 12 mois, 13, 3 semaines. J'en ai une qui me faisait 13 mois et demi, tu vois. Une fois qu'elles ont mis bas une première fois, si elles font 12 mois, 15 jours, tu peux être sûr qu'à 2-3 jours près, tu auras ce temps de gestation-là. Sauf que cette année, ça a été un printemps quand même assez compliqué. Donc, j'ai eu un primipare à 13 mois. Donc là, bah, ok, tu dis, tu sais pas. Ok. Et j'ai surtout eu une deuxième ânesse, donc Étoile, la maman de la petite, là, qui m'a fait 13 mois et demi, alors que d'habitude, elle me faisait 12 mois et demi. Un mois dans la vue, c'est vraiment énorme. Et ça s'est passé aussi sur pas mal de juments qui ont une gestation plus longue. Comme si elles avaient bloqué un petit peu, tu vois, les choses, parce qu'il faisait beaucoup trop froid pour que le petit arrive, quoi. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui commencent à se produire. Et pareil, au niveau des saillies, c'est beaucoup plus difficile à faire saillir les ânesses. Parce que normalement, les chaleurs des ânesses s'arrêtent comme les juments, tu vois, d'octobre-novembre, et ça reprend vers le mois de mars. Et moi, ça fait 3 hivers que, comme on a des hivers très doux, mes ânesses sont en chaleur toute l'année. Non. Ouais. Et ça veut dire qu'à terme, il va y avoir, tu vois, je te parlais de races en extinction, mais ça veut dire qu'il y a un problème aussi au niveau de la repro. Elles produisent toujours, tout au long de l'année, tout le temps des ovocytes. Il n'y a pas de cassure dans ce rythme-là. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, bah, tu ne pourras plus faire reproduire puisqu'elles auront atteint leur quota d'ovocytes, tu vois. Donc, il faut faire attention. Enfin, moi, je ressens des choses au niveau de ce qui se passe au niveau du climat, sur de l'élevage. Donc, tout est un petit peu, commence à se dérégler un petit peu à ce niveau-là. Donc, méfiance et puis à surveiller, quoi. Quels sont les animaux que tu as gardés le plus longtemps, vu que tu fais des naissances chaque année depuis maintenant une dizaine d'années, un peu plus même? Ouais. Que deviennent tous ces animaux? Les ânes mâles randonnent. Les femelles, donc, je les garde pour la repro, la plupart du temps. C'est très ponctuel quand je vends des femelles, vraiment très, très ponctuel. Et sinon, je vais vendre les petits mâles qui vont arriver. Donc, eux vont être adoptés chez des personnes, plutôt des particuliers, ou des personnes qui vont faire de l'utilité avec leurs ânes, notamment tout ce qui va être travail de maraîchage, attelage. Et puis aussi, bah, juste de la rando et puis comme animal de compagnie. Ça coûte combien un âne? Chez moi, je les vends hors taxe 1 200 € pour un mâle et 1 400 pour une femelle à peu près, 1 500. Ça reste moins cher qu'un chien de race, quand même. Non, mais c'est terrible parce que souvent j'entends oh, mais c'est très cher. Ouais. C'est une espèce en voie d'extinction. Ouais, et puis ils sont éduqués, ça, je les vends pas 6 mois. Les mâles, ils sont castrés, donc la castration, ça a un coût. Ils sont pas vendus avant 18 mois, 2 ans, donc ils savent déjà faire plein de choses. Tu vois, ils marchent avec toi, ils sont capables de passer dans plein d'obstacles, etc. Ils n'ont pas peur de grand-chose. Tu tries, tu prends les pieds, enfin, tout ça, c'est facile. Tout ça, c'est du travail qui est déjà Bien fait. sûr. Ah, Et oui, c'est tout le travail d'éducation. Ouais. Parce que moi, bon, pour revenir à mes chiens, la plupart des gens, ils me voient avec mes chiens, ils sont là, oh, mais comment ils écoutent trop bien tes chiens. Allez, les 4 premiers mois où je les ai, c'est 2 heures minimum de travail par jour. Donc effectivement, en fait, toi, tu fais tout ce travail d'éducation. Parce que l'éducation, alors moi, je le sais pour les chiens, mais du coup, c'est pareil pour les ânes. Ouais, c'est pareil. Toute l'éducation se fait au début. Et c'est vrai que si tu as fait ce travail-là, bah, tu n'as pas à le faire. Ben oui, c'est ça, et c'est gagné. Et ça veut dire que les gens, ils vont continuer en fait ce que toi tu as initié. Hop, ils vont continuer, ça va être beaucoup plus simple pour eux. C'est un animal pour faire des choses avec, quoi. C'est pas juste faire une tondeuse. Moi, je veux pas qu'il soit vendu comme tondeuse. D'accord. Clairement. Ok. Non. Ok. Même pas. C'est possible de savoir juste pourquoi la différence de prix entre les mâles et les femelles? Parce qu'il y en a un qui peut se reproduire et pas l'autre. Donc tu vas revaloriser en fait ton investissement de départ. C'est uniquement ça. Tu parlais un instant du fait que tu ne veux pas un animal qui soit une tondeuse. Et alors, moi, me vient la question de l'alimentation. Ici, est-ce que tout le monde est au pré? Est-ce que tu achètes de l'alimentation pour l'hiver? Est-ce qu'il reste dehors toute l'année? Et quelle superficie a besoin un âne pour être autonome en nourriture? Et en bien-être. Et en bien-être, ouais. Oui, parce que c'est pas la même chose, tu as Bah raison de le préciser. Donc, ils sont à l'herbe toute l'année, enfin tout printemps, au foin l'hiver, foin que je fais faire par une entreprise agricole sur mes parcelles. Il y a des parcelles qui sont dédiées uniquement pour le foin, comme ça je sais ce que je leur donne. C'est un Prairie foin- plantée?
Ouais, prairie permanente que j'ai là-bas. Donc ça me permet aussi je sais que j'ai pas d'entrants hein, sur ces parcelles-là, donc ils mangent du foin bio. Donc je suis autonome au niveau nourriture. La seule chose que j'achète, que je prends à l'extérieur, c'est du granulé, un complément alimentaire pour les mamans lactantes et les bébés. Et puis les jeunes, tu vois, jusqu'à 1 an, 2 ans, ils continuent à manger du granulé. J'ai un aliment spécial Anne qui me font au niveau du FAB en Bretagne, là, producteur bio. Ils sont effectivement au pré toute l'année. Ils sont comme ils sont là, en fait. Ils ont tous des abris. Donc, ils peuvent tous rentrer l'hiver. Il n'y a que les mamans et les bébés qui restent au niveau de la stabu, que je puisse fermer les portes si vraiment il fait très très froid ou qu'il pleut, surtout au début. Les bébés, il ne faut surtout pas que ça mouille. Donc voilà. Plus tu les laisses dehors, moins ils sont malades, les animaux. Plus tu concentres en enfermant, plus tu développes des maladies. Du coup, c'est eux qui se gèrent au niveau de leurs poils. Et les superficies, alors on dit 2500 m² pour un âne et 1 hectare pour un cheval. Je ne vends pas un âne qui va être dans 2500 m². Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tu puisses changer de pâture. S'il reste tout le temps sur le même petit bout de terrain, au niveau des parasites, ça va vraiment être pas bien. Donc il faut que tu puisses mettre un côté en repos, donc minimum quand même 5000 m². Tu vois, c'est bien que tu puisses gérer ça. Après, ça dépend aussi de l'état de ton herbe. Tu vois, nous ici, on a une herbe très très riche. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais tu vois, des fois, c'est aussi fonction de l'herbe. Quand tu as 2 ânes, tu pars sur 1 hectare. Comme ça, tu sais que tu peux faire une petite partie en foin pour être autonome l'hiver. Et puis après, tu peux les changer de parcelle et faire des petites rotations, quoi. Donc 5000 m², ça c'est pour l'autonomie en nourriture. Et le bien-être. D'accord, voilà, c'est ça, c'est 5000 Ouais. m² Pour un âne. pour un âne. Ouais, moi c'est ce C'est ce que tu conseilles. Tu mets un petit abri, faut qu'il ait un Ouais, abri. ouais, bien sûr. Ouais. Et ce qui veut dire que toi, actuellement, tu es établi sur combien d'hectares? Parce que tu dis que tu as ici, plus d'autres parcelles pour faire ton Ouais. foin. Alors moi je suis à je dois avoir 14 hectares, quelque chose comme ça. Donc je fais de la rotation et c'est largement suffisant. Rotation, mais avec les ânes toujours ici et Non. les parcelles à foin toujours là-bas, ou ça va alors, carrément changer? j'ai des parcelles vraiment dédiées au foin, mais j'ai aussi des parcelles où je peux mettre mes ânes à manger en début d'hiver. Tous mes paddocks, je peux changer, mettre au repos pour... il faut au moins que ça soit au repos pendant 2-3 mois, le temps que ça se régénère bien. Je les fais aller sur d'autres parcelles pour qu'ils mangent aussi et qu'ils entretiennent les autres parcelles. Tu vois, comme ça, ils font les ronces, ils font un peu tout. Ils font les ronces aussi? Ouais, non, mais c'est trop bien. Non. Tu vas voir, tout à l'heure, on va aller... Allez, je repars avec 2. Non, mais tu vas voir On au les niveau met de dans le l'entretien. camping-car. On va passer sur les parcelles à côté. Les garçons, je les fais aller, tu vois, autour des allées comme ça. Et ils sont en train de m'entretenir toute ma haie, là. Ah ouais? C'est eux qui gèrent la haie. Là, j'ai pas besoin et j'ai même plus besoin de gyrobroyer là-bas, tu vois, pour que ce soit nickel Nickel. pour les visiteurs. C'est eux qui gèrent. Alors, pour l'alimentation, tu as parlé de tes prairies bio, de tes granulés bio, compléments, mais toi, est-ce que tu es bio? Donc, mes prairies ne sont pas traitées, l'aliment, etc. Donc, mon lait pourrait être labellisé bio. Tout le monde me dit, mais labellise ton lait. Voilà. Mes savons sont faits avec des huiles végétales bio et des huiles essentielles bio, que je paye évidemment beaucoup plus cher que ceux qui font dans le conventionnel. Mais je ne suis pas labellisée bio, pour une simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas. Je trouve que c'est un peu scandaleux qu'on soit obligé de payer un label pour faire de la qualité. Donc je me dis, je compte plus sur l'intelligence de mes clients qui vont comprendre ce que je fais, comment je le fais, qui vont apprécier mes produits. Et du coup, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un label que je vais payer tous les ans pour juste faire quelque chose de chouette, quoi. Tu vois? Donc voilà, pas de label. Alors, je le comprends, mais on pourrait également penser les choses différemment, c'est-à-dire que toi, l'aliment que tu achètes, il est bio. Parce que justement, tu veux avoir confiance au label. C'est parce qu'il n'y a qu'eux qui font ce granulé-là, etc. Je sais que c'est pas traité, mais s'ils me garantissaient que c'était pas traité, j'achèterais la même chose sans label, tu vois. Parce qu'on a une traçabilité quand même. Moi, tout le monde peut voir exactement ce que je fais. Tu m'observes dans ma façon de travailler, tu vois bien. Il n'y a pas beaucoup qui s'emmerdent à désherber à la main ou au chalumeau leur aller. Enfin, tu vois. Souvent, tu dis, mais putain, beaucoup de Roundup, ça serait pas mal quand même. Qu'est-ce que tu gagnes? Non mais c'est vrai, c'est tellement facile. Après, tu le vois dans la façon dont tu travailles. Je me dis que c'est peut-être plus... voilà, peut-être que les gens, du coup, sont obligés de voir vraiment comment tu bosses et puis de comprendre que c'est possible, en fait. Mhm. Tu vois, c'est possible. Au niveau de la commercialisation, donc les randos qu'on peut faire chez toi ici au domaine d'Estine de camp à camp, pour qu'on dise un petit peu aux gens de venir. D'avril, alors je réouvre au public d'avril aux vacances de la Toussaint à peu près. Donc début de semaine, je fais souvent les randos. Alors les randos, c'est demi-journée, journée ou en itinérance. Mais ça se prépare. L'itinérance, c'est un petit peu plus en amont parce qu'il faut trouver des hébergements
pour les ânes et pour les humains quand même. Ah, parce que tu pars sur plusieurs jours Ouais, comme ça. tu peux Ah ouais, faire ah plusieurs ouais. jours, Oh, tu vois. ok. Ça, c'est plutôt chouette. Donc ça, c'est une première activité. La deuxième, c'est les visites de l'asinerie. Oui. Donc tu vois, où j'ouvre du Les gens peuvent venir mercredi au ici, samedi, voilà. Et puis ils viennent passer, en général, c'est 1h30, 2 heures. Et ils vont découvrir autour de mes ânes et puis voilà, la façon dont j'éduque, etc. En connaître plus sur l'âne du Cotentin. Et la dernière activité qui, elle, va me prendre, va durer toute l'année, ça va être les savons que je confectionne en saponification à froid. Et justement, Et les ventes d'annons. Et les ventes Et les ventes de, ouais, tu vois, c'est d'annons. tellement Ouais. anecdotique Bah oui, chez oui. moi que voilà, c'est pas... On arrive. Ça vrai. Est-ce que tu fais aussi de la vente en ligne? Oui, j'ai une boutique en ligne sur mon site. Le site, c'est au domaine-destine.fr. bah, le lien s'affiche là. Si vous voulez acheter des savons à Avec Brigitte, plaisir. vous pouvez le faire. Écoute, je sais pas ce que tu en penses. On a fait un beau tour d'horizon. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que je me confronte à la réalité. Bah, il est temps, Et on que y va. tu m'emmènes voir tout ce beau monde Allez, let's que je go. crains tant. Mais je t'avoue que je me sens en confiance avec toi. Bon, bah, c'est déjà ça. Donc, tu vas Tiens. être en confiance avec eux. Tu vas voir. Allez, Ça on va y va bien se alors. passer, on y va. Et je vais me fâcher tout rouge, les animaux. Attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux me le dire en commentaire. Pense à t'abonner, à mettre un like et à activer la cloche pour ne pas rater la deuxième partie de cette vidéo qui sortira mercredi. Et si tu veux venir me voir sur scène, les dates s'affichent juste ici. Allez, ciao!